Bonjour, je reprends donc l'enregistrement de cette dernière partie de rapportant au cours sur le milieu intérieur et ça concerne donc l'homéostasie. Le milieu intérieur donc, a été défini comme l'ensemble des paramètres régulés pour assurer la survie. Il a été défini donc par Claude Bernard, donc le scientifique français qui était le premier donc à révéler donc cette notion d'homéostasie ou ce concept donc de l'homéostasie du milieu intérieur. Alors chaque paramètre, par exemple l'anatrémie, la glycémie, est régulé dans une zone de valeur idéale, limite inférieure ou supérieure à la normale. Donc, on n'a jamais une valeur exacte. Par exemple la glycémie, on parle de la glycémie, il est variable entre 0,8 et 1 gramme par litre en fonction de la période prandiale et la période postprandiale. Donc il n'y a pas vraiment de valeur stable, mais des limites dans la mesure où les échanges entre le milieu extérieur et l'extérieur, l'environnement, se fait de manière continue. Donc à chaque fois il y a des modifications, mais ces modifications vont toujours déclencher des régulations pour maintenir donc des valeurs, la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité dynamique du milieu intérieur. Alors définition de l'homéostasie, donc c'est défini comme un processus physiologique qui maintient certaines constantes du milieu intérieur de l'organisme nécessaires à son bon fonctionnement entre des limites et des valeurs normales. Par exemple, le pH ne doit pas varier, il doit être maintenu à 7,35 et toute variation, augmentation et diminution de pH peut être néfaste pour une cellule, pour l'environnement, pour l'organisme. Et donc ça va déclencher à chaque fois des mécanismes de régulation pour rétablir les pH en voie des exemples. Il s'agit donc plutôt d'un état d'équilibre dynamique dans lequel les conditions internes varient, mais toujours à l'intérieur des limites relativement étroites, très minimes. En général, on considère que l'homéostasie maintient quand l'organisme parvient à satisfaire les besoins et qu'il fonctionne bien. Donc tant qu'on n'a pas de sentiment de malaise, de température ou de quoi que ce soit, ça veut dire que notre organisme l'organisme est dans une situation stable. Autrement dit, il y a une constance dans la composition de notre milieu intérieur. Alors les mécanismes impliqués dans ces régulations font intervenir de nombreux organes et fonctions, les reins, les poumons, le système cardiovasculaire, donc la fonction neurale, la fonction pulmonaire, la fonction du système cardiovasculaire. Et c'est donc pour l'organisme de réguler un certain nombre de variables qui sont par exemple la variation de gaz respiratoire, l'acidité, pH, la concentration en électrolytes comme le sodium, potassium et le chlore, et celle du bicarbonate. Donc, toute modification de ces concentrations-là à des valeurs élevées ou basses va déclencher une régulation pour les rétablir. La composition des nefs peut aussi changer. Le liquide céphalo-rachidien, la température peut changer également, on peut avoir une augmentation ou une baisse de la température, la glycémie, la pression artérielle, la pression osmotique, les fréquences cardiaques et respiratoires. Donc, ce sont des mécanismes qui vont permettre de réguler toute variation qui touche donc à ces paramètres-là. L'homéostasie est donc l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'organisme qui doivent être maintenus constants. La glycémie, la température, le taux de sel dans le sang et ainsi de suite. Alors, cette stabilité du milieu intérieur, l'homéostasie est une condition essentielle à la vie. Elle est réalisée grâce à l'équilibre hydrique, l'équilibre électrolytique, l'équilibre acido-basique, la thermorégulation et l'équilibre hormonal. Alors, la communication entre les différentes parties de l'organisme est essentielle au maintien de l'homéostasie. Il faut qu'il y ait donc une communication entre les différentes parties de l'organisme. Quand je dis partie de l'organisme, il y a le cerveau, il y a les poumons, il y a le cœur, il y a les reins, et ainsi de suite. Alors, leur système nerveux et le système endocrinien captent et transmettent la majorité des informations nécessaires au maintien de l'équilibre aux organes effecteurs qui corrigent donc les variations d'un paramètre donné. Donc, vous avez une variation donnée, ça va déclencher des régulations, mais pour que ces régulations se fassent, ils ont besoin d'un organe effecteur, un organe qui va réagir pour corriger la variation. Autrement dit, donc, les mécanismes de régulation de l'homéostasie se composent d'un système ou système de commande biologique se compose de trois paramètres, bien de trois composantes. Alors, quel que soit le facteur contrôlé, appelé variable, tous les mécanismes de régulation comportent au moins trois éléments indépendants qui vont permettre donc de la correction de ces variations. Il y a le récepteur, c'est-à-dire c'est le capteur dont le rôle consiste à surveiller l'environnement et à réagir aux changements ou stimuli en envoyant des informations. Donc le récepteur, c'est vous voulez, le récepteur de l'information, de la variation. C'est lui qui va être sensible à une variation donnée. Par exemple, une augmentation de pression, il va être détecté par les récepteurs qu'on appelle des barorécepteurs. Une variation de la pression, par exemple de H+, ou la composition chimique du sang, va être détectée par des récepteurs qu'on appelle des chémorécepteurs. La variation de la température va être captée par des thermorécepteurs, et ainsi de suite.
solide. Donc, le premier donc, élément de ce système de commande biologique, c'est le récepteur, le liquide intracellulaire. Donc, c'est le gradient osmotique créé par les solutés qui nous dans son osmotique, c'est donc l'électricité qui ne traverse pas les membranes. Et c'est ce gradient qui est responsable du déplacement de l'eau. Alors, l'osmolarité extracellulaire, je rappelle qu'il est dû principalement au sodium et puis aux anions associés. Alors que l'osmolarité intracellulaire, il est dû aux ions et aux ions qui sont. Et c'est ça qui va donc faire un déplacement de l'eau d'un pigment à un autre. Donc, vous pouvez le voir, les échanges hydriques, les secteurs plasmatiques interstitiels, et également entre le liquide intracellulaire et le milieu cellulaire. Donc, ce qui va définir les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ce sont donc les pressions osmotiques. Par exemple, est élevée dans l'espace intracellulaire, l'eau il va pénétrer. Et lorsque la pression osmotique est élevée du côté extérieur, il va sortir. Et l'équilibre Gibbs-Donon va être le maintien de l'eau à maintenir le volume intracellulaire normal. Alors, les échanges d'eau entre le et le liquide intracellulaire vont être définis en fonction de la pression oncotique et puis la pression hydrostatique. Donc, ça fait donc toujours des faibles pressions oncotiques vers les fortes ou bien des fortes pressions hydrostatique vers les faibles. Et ça, on en a déjà vu lorsqu'on a parlé des transports en vrac. Alors, comme les mécanismes de déplacement de l'eau à travers la membrane, qui permet donc à l'eau d'être à travers la membrane, bien que c'est une molécule qui n'est pas et qui est hydrophile, qui fuit l'eau. Alors que la membrane plasmique est faite de bicouples. Alors, apparemment, ce passage peut être expliqué par le fait que les queues des doubles couches de la membrane plasmique. Donc, il n'y a que la tête, donc les queues se déplacent de façon aléatoire et passent momentanément des petits espaces, donc sauf plutôt laisse des espaces entre les têtes qui permettent donc de laisser momentanément des petits espaces qui vont permettre à traverser. Donc, les queues se déplacent de façon aléatoire et laissent momentanément des petits espaces hydrophobes dans la membrane. Les molécules d'eau sont assez petites d'un milieu à l'autre. Donc, ils passent à travers des espaces qui sont. Les queues se déplacent par rapport aux autres. Alors, l'eau peut aussi traverser certaines membranes en passant par certains canaux ioniques. Les canaux le permettent. Le déplacement de l'eau le plus important est celui qui se fait à travers des actions aquaporines qui sont donc des spécialistes dans le transport de l'eau. Il existe types différents d'aquaporines. On peut citer donc l'aquaporine 1 qui était la première à être étudiée. Alors, comment ça se passe le mécanisme de l'hormone antidiurétique avec la réabsorption de l'eau? C'est par le fait que l'hormone antidiurétique, il va donc stimuler la synthèse d'aquaporine et leur translocation au niveau de la glande tubulaire à l'eau de tir des tubules pulmonaires pour rejoindre donc la sécrétion le sang. L'osmolarité plasmatique, donc, vu qu'il est principalement dû à la quantité des anions ou à la quantité des cations plutôt qui sont donc le sodium. Et cette osmolarité plasmatique peut être calculée uniquement par la concentration plasmatique en sodium, plus les anions qui sont associés. Alors, le calcul rapide, connaissant donc la concentration, on peut donc les multiplier par 2, ça donne une valeur de 200 milliosmoles. Donc, la concentration est de 140 milliosmoles par litre, multiplié par 2, donc c'est 280. Si on compte donc des non-électriques qui présentent une osmolarité de 5 millimoles pour le glucose et 5 millimoles pour l'urée, donc on va ajouter à 280 2 fois 5. Donc, l'osmolarité plasmatique, c'est 2 fois l'osmolarité de sodium plus celle du glucose plus celle de l'urée à 290 milliosmoles. Alors maintenant, nous avons pu voir qu'il y a une électroneutralité de tous les liquides corporels, autant de quantité d'anions que et ceci est assuré par le Gibbs-Donon. C'est donc qui permet donc le maintien de cette électroneutralité, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives dans chaque compartiment. Alors, les échanges, ils se font. Donc, les échanges d'eau se font à trois principaux endroits. Aujourd'hui, c'est des échanges entre le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire à travers la membrane plasmique, entre le liquide interstitiel et le plasma à travers
la paroi capillaire, et puis en compartiment le plasmatique, bien sûr, et l'extérieur à travers les membranes. Donc les échanges avec le milieu extérieur, ils sont assurés au niveau digestif et puis au niveau des tubules rénaux, mais également au niveau pulmonaire, des capillaires. Donc, initialement, les échanges pour faire entre l'extérieur et le milieu interstitiel doivent absolument passer par la voie plasmatique, autrement dit par le liquide extracellulaire. Alors, c'est l'échange d'eau entre les compartiments extra-intérieurs, compartiment plasmatique et le changement du volume et de l'osmolarité corporelle, donc des changements survenant d'abord du liquide extracellulaire. Alors, ou perte d'eau ou d'osmole extracellulaire va provoquer des changements du volume et de l'osmolarité plasmatique. Et ceci va provoquer une redistribution de l'eau entre compartiments extra et intracellulaires. C'est-à-dire que le milieu extracellulaire et le plasma vont provoquer donc une modification de la quantique. Et ceci donc va générer des échanges automatiquement entre le plasma et le liquide interstitiel et ensuite entre le liquide interstitiel et le plasma. Et inversement, changement donc tout échange entre le liquide interstitiel et le liquide interstitiel va se refléter sur le plasma et va se refléter va permettre d'échanger le plasma et l'espace extérieur. Par exemple, l'augmentation de la pression dans le liquide interstitiel va permettre au CO2 de diviser dans l'espace interstitiel qui va voir sa pression augmenter. Et donc, par rapport à ça, donc, il va passer dans le plasma. La pression partielle de CO2 est plus importante que celle des poumons et donc le CO2 visé à travers les poumons. Donc toute modification donc un gain ou une perte ou d'osmose dans le compartiment extracellulaire provoque des changements et de l'osmolarité plasmatique qui va donc provoquer une redistribution des compartiments extra et intracellulaires. Exemple. Donc, l'exemple d'échange de pression et de volume de liquide extracellulaire et les conséquences sur le liquide intracellulaire. On parle du cas de liquide isotonique. Qu'est-ce que ça veut dire isotonique? C'est-à-dire qu'il y a la même pression osmotique que le liquide intracellulaire. Autrement dit, vous avez donc une échelle de pression osmotique, une échelle de volume. Alors, si vous ajoutez du liquide au liquide qui a la même pression osmotique que le liquide intracellulaire, qu'est-ce qui va y arriver? Donc vous avez par exemple, dans le liquide extracellulaire, vous avez la pression osmotique de 3000 milliautos dans 10 litres. Et vous ajoutez 3 litres. Mais d'air iso-osmotique. Alors à l'équilibre, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, donc, dans le liquide extracellulaire, 900 milliosmoles dans 13 litres. La même chose que 3000 dans 10. 3010 et par rapport à 6000 dans 20. D'accord? Concentration polymique, c'est-à-dire vous avez 300 osmoles par litre, c'est la même chose que plutôt 3000 milliosmoles par litre, c'est la même chose que 6000 dans 1 litre. Donc vous divisez par 2, vous avez la même quantité. Alors vous ajoutez du liquide avec des osmoles, donc 3 litres, vous ajoutez 900 milliosmoles, donc vous allez avoir la même concentration osmotique dans le compartiment extracellulaire par rapport au compartiment intracellulaire. L'équilibre que vous allez avoir, vous avez donc le volume qui a augmenté, mais à la pression osmotique. Vous avez une rotation extracellulaire qui va se entre le plasma et le liquide interstitiel de manière suivante, un quart dans le plasma et 3 quarts dans le liquide. Mais les pressions osmotiques entre l'extracellulaire et le liquide intracellulaire sont identiques. Donc il y a tant d'entrée d'eau que de sortie. Là, il va y avoir des changements. Donc vous allez avoir à équilibre, l'osmolarité du liquide intracellulaire va être inchangée. Parce que entre les deux compartiments, vous avez la même pression osmotique. Là, nous avons ajouté donc, du liquide, on a gagné, mais isotonique. C'est l'hyperfusion, par exemple, d'un sérum osmotiquement avec osmolarité que celle du plasma. Alors, deuxième cas de figure, perte de liquide isotonique. Le cas magique. Vous allez perdre le liquide, mais vous allez perdre également les solidités qui en contiennent. Donc, qu'est-ce qu'on va assister à une qui va baisser? Parce que, initialement, vous avez 3000 milliosmoles. Si vous perdez 3 litres, vous allez perdre en même temps. Donc, vous allez avoir donc 2100 milliosmoles dans 7 litres. C'est la même chose que 3000 10 litres. C'est la même chose que 6 dans 20 litres. Donc, suite d'eau,
vous avez perdu autant d'eau, de l'eau, mais moins de solidité avec une concentration 1000 osmoles par litre. Donc, à l'équilibre, vous avez la même pression aussi. Donc, il y aura autant d'eau qui entre que d'eau qui sort. À l'équilibre, on va avoir diminution du volume extracellulaire. Diminution va toucher aussi bien le volume plasmatique interstitiel, mais l'osmolarité, elle est inchangée. Donc, dans le premier cas, nous avons vu qu'il y a un gain isotonique, d'accord? Vous avez le volume qui augmente, mais l'osmolarité ne change pas. Et dans le deuxième cas, vous avez le volume qui diminue, et l'osmolarité reste inchangée. Autre cas de figure, vous avez un gain d'eau pure. Alors là, vous allez donc étendre le volume, augmenter le volume, et sans apporter d'humidité. Donc on va avoir 10 litres, on va ajouter, qui contient donc 3000 milliosmoles par litre, ou auquel vous avez ajouté 3 litres, mais qui ne contient pas de solidité. En fait, on va avoir 13 litres, mais dans les 13 litres, on va que 3000 milliosmoles. Donc 3000 milliosmoles dans 13 litres. Donc une concentration, la pression osmotique, il passe de 300 à, on peut la calculer à 230 et 140. On peut faire le calcul. Donc c'est 300 divisé par 13. 3000 divisé par 13. D'accord? Donc 3000 dans 3000 milliosmoles dans 13 litres. Donc, la pression, il est hypotonique par rapport. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, on va avoir de l'eau qui va sortir de l'extracellulaire et à l'équilibre, si on va avoir donc on va avoir à l'équilibre tant de pression osmotique dans le compartiment extracellulaire que dans le compartiment intracellulaire. Donc, vous allez avoir 300 milliosmoles dans 6 concentrations. Donc 3000 dans 11, c'est l'équivalent de 6000 dans 2. Donc à l'équilibre, on va avoir donc une diminution du volume, plutôt une augmentation du volume cellulaire, une augmentation du volume intracellulaire, d'accord, et une diminution de l'osmolarité extracellulaire et de l'osmolarité intracellulaire. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté 2 litres pour la même quantité de particules osmotiquement. Là, ajouté 1 litre pour la même quantité de particules osmotiquement actives. Alors l'autre cas de figure, c'est une perte d'eau pure. Vous perdez de l'eau, mais donc dans ce cas-là, on va assister à une augmentation de pression osmotique. Au lieu de 10 litres, on va avoir 7 litres. Mais les particules osmotiques, on va avoir 3000 osmoles dans 7 litres. Ici, on avait 3000 osmoles dans 10 litres. Bon, plus d'osmoles que de volume. On va avoir une augmentation de la pression osmotique suite à la perte. Et donc, vous allez avoir un milieu hypertonique, la concentration, l'extracellulaire va être hypertonique par rapport à l'intracellulaire. Donc là, il va sortir des cellules vers le liquide extracellulaire. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir donc le liquide extracellulaire 9 litres au lieu de 7, et dans le liquide intracellulaire, on va avoir 18 au lieu de 2. Donc, vous allez avoir la même pression osmotique. 300 milliosmoles dans la même chose que 6000 milliosmoles de concentration. Donc, initialement, on va avoir une augmentation de l'osmolarité liquide. Ceci va faire sortir l'eau du liquide intracellulaire, l'eau se déplacer du cellulaire vers le l'équilibre. Vous allez avoir donc la même pression osmotique qui est inférieure, mais il y a une iso-osmolarité entre les deux compartiments. Et bien sûr, une diminution de liquide extracellulaire, une diminution de liquide intracellulaire. Donc, à l'équilibre, on va avoir une diminution de volume intracellulaire qui va répartir entre le liquide extra et intracellulaire. Et une augmentation donc, dans ces situations, contraire de la situation précédente où on a